4 jours après, Azamat vint à la forteresse. Selon son habitude, il alla chez Petchorin qui le bourrait toujours de friandises. J'étais là. La conversation s'engagea sur les chevaux. Petchorin commença à vanter le cheval de Kazbitch. Il est aussi agile, aussi délié qu'un beau cerf, disait-il, et certainement il n'a pas son pareil dans tout le monde. Les petits yeux du Tartare étincelaient déjà, mais Petchorin ne paraissait pas le remarquer. Moi, je parlais des autres chevaux, mais lui, comme vous pensez bien, ramenait toujours la conversation sur celui de Kazbitch. Cette histoire se répétait toutes les fois qu'Azamat revenait. 3 semaines après, je remarquai qu'Azamat maigrissait, devenait blême comme il arrive aux amoureux de romans. C'était surprenant. Or, vous verrez tout ce que j'appris plus tard. Petchorin l'excita au point qu'il était prêt de se jeter à l'eau. Une fois, elle lui dit « Je vois, Azamat, que ce cheval te plaît énormément et que tu ne pourras jamais l'avoir. Eh bien, que me donnerais-tu si je te le livrais ?»« Tout ce que tu voudras, » répondit Azamat. « Dans ce cas, je te le donnerai, mais à une condition. Jure que tu accompliras ce que je te demanderai. »« Je te le jure, et toi ?»« Eh bien, moi, je te jure que tu posséderas ce cheval. Mais il faudra me donner pour cela ta sœur, Bella, et le Karagetz sera à toi. Je pense que le marché est avantageux pour toi. » Azamat se taisait. « Tu ne veux pas ? Mais que désires-tu alors ? Je te croyais un homme, tu n'es qu'un enfant, et tu n'es pas encore capable de monter à cheval. » Azamat s'enflamma. « Mais mon père, dit-il, est-ce qu'il ne s'absente jamais ? C'est vrai. Consens-tu alors ? Je consens, chuchota Azamat, pâle comme un mort. Et quand donc ? La première fois que Kazbitch viendra ici. Il doit m'amener des moutons. Le reste est mon affaire, cela me regarde, Azamat. Voilà comment ils traitèrent cette affaire. Marché dégoûtant en réalité. Plus tard, je dis cela à Petchorin, et il se contenta de me répondre que cette farouche circassienne devait se trouver heureuse d'avoir un mari comme lui. En somme, il valait bien ce brigand de Kazbitch, qui ne valait même pas la peine que l'on s'occupât de lui. Vous devez penser vous-même que je n'eus rien à répondre à cela, et, du reste, à cette époque, j'ignorais tout à fait leur complot. Or, un jour, Kazbitch vint et me demanda si je n'avais pas besoin de miel et de moutons. Je lui recommandai de m'en apporter le lendemain. « Azamat, dit Petchorin, demain le Karagetz sera dans tes mains, mais si cette nuit Bella n'est pas ici, tu n'auras pas le cheval. »« Bien, dit Azamat, et il regagna le village. Le soir, Petchorin s'arma et sortit de la forteresse. Comme ils arrangèrent les choses, je l'ignore. Seulement ils revinrent tous deux pendant la nuit et la sentinelle vit qu'une femme était étendue devant la selle d'Azamat. Elle avait les mains et les jambes liées et sa tête était enveloppée d'un grand voile. « Et le cheval ?» demandai-je au capitaine. « Tout à l'heure. » Le lendemain, de grand matin, Kazbitch vint à la forteresse et amena 10 moutons à vendre. Après avoir placé son cheval dans l'enceinte, il entra chez moi. Je le régalai de thé, car quoique ce fût un bandit, je le considérais cependant comme une espèce d'ami. Nous causions de choses et d'autres, lorsque soudain je le vois frissonner et changer de visage. Par malheur, la fenêtre donnait sur l'arrière-cour. « Qu'as-tu » lui dis-je. « Mon cheval !» dit-il tout en tremblant. En effet, j'entendais un bruit de sabots. « C'est quelque Cosaque qui passe. »« Non !» hurla-t-il avec rage, et comme une panthère furieuse, d'un bond il s'élança au dehors.
En 2 sauts, il était à la porte de la forteresse. La sentinelle lui barra le passage avec son arme, mais il l'écarta à la baïonnette et se précipita à la course sur la route. Au loin, la poussière volait. Azamat bondissait sur le rapide coursier. Kazbitch, en courant, débarrassa son fusil de son étui et fit feu. Un instant, il s'arrêta afin de voir s'il n'avait pas manqué son coup, puis il poussa un grand cri, jeta son fusil sur une pierre, le brisa en 1000 morceaux et se mit à se rouler par terre et à crier comme un enfant. Déjà le monde de la forteresse se groupait autour de lui. Lui ne voyait personne. Il s'arrêtait, le poussait légèrement et s'en retournait. Je fis placer à côté de lui l'argent de ses moutons, mais il ne le toucha pas et resta étendu la face contre terre, comme un mort. Croiriez-vous qu'il resta dans cette position jusqu'à la nuit avancée, et même toute la nuit? Le lendemain, il vint à la forteresse et demanda qu'on lui nommât le ravisseur. La sentinelle, qui avait vu comment Azamat avait pris et monté le cheval, ne crut pas nécessaire de lui cacher. À ce nom, les yeux de Kazbitch lancèrent des éclairs et il se dirigea vers le village où vivait le père d'Azamat. « Et qu'arriva-t-il au père ?» Vous devez penser qu'après ce tour, Kazbitch ne trouva point Azamat. Alors il se mit à rôder pendant 6 jours autour de la maison, afin de voir s'il ne pourrait point enlever la sœur. Lorsque le père revint, son fils et sa fille n'étaient plus là. Mais en habile homme, Kazbitch comprit qu'il pourrait bien perdre sa tête s'il était pris, et depuis lors il disparut. Il se joignit probablement à quelques bandes d'abrek au-delà du Terek, ou bien à l'aéré dans le Kouban. J'avouerai que tout cela m'ennuyait. Dès que j'appris que la circassienne était chez Petchorin, je mis mes épaulettes et mon épée et j'allai chez lui. Il était couché sur son lit dans la première chambre, avait une main appuyée sous sa tête et de l'autre tenait sa pipe éteinte. La porte de la seconde pièce était fermée à clé et la clé enlevée de la serrure. Je remarquai tout cela et commençai à tousser et à frapper légèrement de mon talon contre le seuil de la porte. Il feignit de ne pas m'entendre. « Monsieur le sous-lieutenant !» m'écriai-je alors avec tout l'éclat possible. « Est-ce que vous ne voyez pas que je suis chez vous ?»« Ah, bonjour, Maxime. Voulez-vous une pipe ?» dit-il sans se lever. « Pardon, je ne suis pas Maxime, je suis votre capitaine. »« C'est vrai, mais ne voulez-vous pas accepter une tasse de thé, si vous saviez combien je suis inquiet ?»« Je sais tout, » répondis-je, et je m'approchai de son lit. « Tant mieux, je ne suis pas d'humeur à vous le raconter. »« Monsieur le sous-lieutenant, vous avez commis une faute dont je puis aussi avoir à répondre. »« Allons donc, et du reste, quel mal y aurait-il ? Depuis longtemps, sans doute, nous avons l'habitude de tout partager. »« Quelle plaisanterie ! Votre épée, je vous prie. »« Mitika, mon épée. » Mitika porta l'épée. Voyant qu'il accomplissait son devoir, je m'assis sur son lit et lui dis « Écoutez, Grégoire, avouez que ce n'est pas bien. »« Mais qu'ai-je fait de mal ?»« Mais vous avez enlevé Bella. Quel butor que cet Azamat, avouez-le. »« Oui, c'est vrai, mais elle me plaisait. » Que répondre à cela? J'étais embarrassé. Après un moment de silence, je lui dis que si le père venait la réclamer, il faudrait bien la lui rendre. « Mais ce n'est pas du tout nécessaire. »« Et s'il le sait, comment le saura-t-il » J'étais de nouveau déconcerté. « Écoutez, Maxime, » me dit Petchorin en se soulevant un peu, « sans doute vous êtes un brave homme. Eh bien, sachez que si je rends cette fille à ce sauvage, il la tuera ou la vendra, c'est une chose certaine. Il ne faut donc pas lui en donner l'occasion. Laissez-la chez moi, j'ai mon épée pour la défendre. »« Faites-moi la voir, » lui dis-je. « Elle est derrière cette porte, mais en ce moment c'est en vain que je désirerais moi-même la voir. Elle est assise dans un coin, enveloppée dans son voile, ne parle pas et ne regarde personne. Elle est timide comme une biche des forêts.
Je lui ai donné une compagne qui sait le tartare, qui la soignera et l'habituera à cette pensée qu'elle est à moi, car elle ne sera jamais à personne qu'à moi, ajouta-t-il en frappant du poing sur la table. Je consentis à tout cela. Que vouliez-vous que je fisse? Il y a des hommes avec lesquels il faut toujours être de leur avis. Mais qu'arriva-t-il? Demandai-je à Maxime. Est-ce que réellement il l'habitua à lui, ou bien se mit-elle à languir et à regretter les siens? Mais de grâce, quel chagrin vouliez-vous que lui procurât la privation de sa famille? On voyait aussi bien les montagnes de la forteresse que de son village, et il ne faut pas autre chose à ces sauvages. Pourtant, chaque jour, Grégoire lui offrait un présent. Pendant quelque temps, elle se tut et refusa fièrement ce que lui présentait sa compagne afin d'exciter son babil. Ah, des présents! Que ne fait cependant une femme pour un chiffon de couleur? Mais laissons cela de côté. Grégoire se donna beaucoup de peine avec elle. Entre autres choses, il apprit le tartare, et elle commença à comprendre notre langue. Peu à peu, il l'habitua à le regarder. Elle le fit d'abord en dessous et de côté, puis, toute chagrine, elle chantait ses chansons à demi-voix, si bien que je devenais triste lorsque je l'entendais de la chambre voisine. Je n'oublierai jamais une scène dont je fus le témoin. En passant un jour près de la fenêtre, je jetai les yeux dans la chambre. Bella était couchée sur le lejanka, la tête penchée sur son sein, et Petchorin était debout devant elle. « Écoute, ma périe, disait-il, sans doute tu sais que tôt ou tard tu dois m'appartenir. Eh bien, pourquoi me fais-tu souffrir? Est-ce que tu aimes quelque circassien? S'il en est ainsi, à l'instant même je te laisserai retourner à ta maison. » Elle frissonna légèrement et nia par un mouvement de tête. « Ou bien, continua-t-il, te suis-je complètement odieux? » Elle soupira. « Ou bien ta croyance te défend-elle de m'aimer? » Elle pâlit et resta silencieuse. « Crois-moi, il n'y a qu'un Dieu pour toutes les races, et s'il me permet de t'aimer, pourquoi te défendrait-il de me le rendre? » Elle le regarda attentivement comme si elle voulait se pénétrer de cette nouvelle pensée. Ses yeux exprimaient de la défiance et le désir d'être convaincu. Et quels yeux! Ils brillaient comme deux charbons ardents. « Écoute, ma chère et bonne Bella, continua Petchorin, tu vois combien je t'aime. Je suis prêt à tout donner pour que tu sois gaie. Je veux que tu sois heureuse, mais si tu redeviens triste, je mourrai. Dis, seras-tu plus gaie? » Elle réfléchissait, ne détachant pas ses yeux noirs du visage de Grégoire. Puis elle sourit avec caresse et remua la tête en signe de consentement. Il lui prit alors la main et continua de l'engager à l'embrasser. Elle se défendait faiblement et répétait ces mots. « Je t'en prie, il ne faut pas, il ne faut pas. » Il insista. Alors, toute tremblante, elle lui dit en pleurant. « Je suis ta captive, ton esclave enfin, si tu peux abuser de moi. » Et elle fondit en larmes. Petchorin frappa son front du poing et passa dans l'autre chambre. Je m'approchai, il croisa ses mains derrière lui et se promenait de long en large avec un air abattu. « Eh bien quoi, mon Dieu !»« C'est un démon, répondit-il, et non une femme. Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle m'appartiendra. » Je hochai la tête. « Voulez-vous parier, dit-il, que ce soit avant une semaine? » Soit. Nos mains se choquèrent et nous nous séparâmes. Le lendemain, il envoya un express pour divers achats à Kisliard. Une quantité d'étoffes persanes très variées et d'un grand prix lui fut rapportée.
Pensez-vous, Maxime, me dit-il en me montrant ses présents, que cette beauté asiatique résiste devant cette batterie? Vous ne connaissez pas les circassiennes. Ce n'est point là ce qu'elles préfèrent, ces tartares du Caucase, ces géorgiennes. Ce n'est pas cela. Elles ont d'autres goûts et elles sont autrement élevées. Grégoire sourit et se mit à siffler une marche. Et il arriva que j'avais dit vrai. Les présents ne produisirent aucun effet, et même elle avait été auparavant plus affable et plus confiante. Si bien qu'il se décida pour un dernier moyen. Un matin, il fit seller son cheval, se vêtit en circassien, s'arma et vint la trouver. « Bella, lui dit-il, tu sais combien je t'aime. Lorsque je t'ai enlevée, je pensais qu'un jour tu me connaîtrais mieux et m'aimerais. Je me suis trompé. Adieu. Reste maîtresse entière de tout ce qui m'appartient ici, ou, si tu veux, retourne chez ton père, tu es libre. J'ai de grands torts envers toi et je dois me punir moi-même. Adieu, je pars. Où, pourquoi, je ne le sais. Peut-être ne serai-je pas longtemps sans recevoir quelques balles ou quelques coups de sabre. Alors souviens-toi de moi et pardonne-moi. » Et se détournant, il lui tendit la main en signe d'adieu. Elle ne prit pas sa main et resta silencieuse. J'étais appuyé contre la porte et je pus examiner par une fente le visage de Bella. Elle me fit pitié. Tout son joli visage si mignon était couvert d'une pâleur mortelle. N'entendant pas de réponse, Pétchorine fit quelques pas vers la porte. Il tremblait, je vous dirais même qu'il était effectivement capable d'accomplir ce qu'il avait dit en plaisantant. Ce qu'était un pareil homme, Dieu seul le sait. À peine eut-il touché la porte qu'elle bondit, fondit en sanglots et se précipita à son cou. Le croirez-vous? Moi qui étais derrière la porte, je pleurais sans savoir ce qui me faisait pleurer. Je pleurais comme un imbécile. Le capitaine se tut. « J'avoue, dit-il un moment après en tirant sur sa moustache, que si j'éprouvais un chagrin si profond, c'était de n'avoir jamais été pareillement aimé par une femme. » « Et leur bonheur dura-t-il » demandai-je. « Oui. Elle nous avoua que depuis le jour où elle avait aperçu Pétchorine, elle avait souvent rêvé de lui dans ses songes, et que jamais un homme n'avait produit sur elle une pareille impression. Et ils furent heureux. »« Comme c'est ennuyeux !» m'écriai-je involontairement. En effet, j'espérais un dénouement tragique, et voilà qu'au moment où je m'y attendais le moins, mon espérance venait d'être déçue. Mais est-il possible que son père ne présumât pas qu'elle était chez vous, dans la forteresse ? Il paraît qu'il le soupçonna, mais quelques jours après, nous apprîmes que le vieillard avait été assassiné.